Bonjour à toutes et bienvenue sur la Sportive Outdoor. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Pelafinet, qui est une alpiniste passionnée et qui fait partie du premier groupe d'alpinisme féminin de l'association Lead the Climb, qui œuvre pour la féminisation des sports de montagne. J'ai eu envie de l'inviter pour en savoir plus sur son parcours, mais aussi comprendre le rôle de cette association et tout ce qu'elle met en place pour aider les femmes à être plus autonomes en montagne. Bienvenue Anaïs, est-ce que tu veux bien te présenter? Eh ben, merci de m'accueillir dans le podcast. Moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 33 ans. Mon camp de base, c'est entre le Vercors et Chamonix parce que j'arrive jamais à décider. Et entre-temps, je suis souvent dans mon camion. Et voilà, j'ai commencé la montagne, moi, quand j'avais 26 ans, donc il y a pas si longtemps que ça. Sinon, j'ai longtemps travaillé comme commercial dans une entreprise qui vend des murs d'escalade. Ok, du coup tu faisais de l'escalade depuis longtemps ou pas? Non, à la base, j'aime pas du tout l'escalade. Voilà, j'aime pas du tout, ce sport, ça me faisait peur, et puis je voyais pas l'intérêt de passer, des heures au pied d'une du rocher là, à grimper, enchaîner des longueurs. Moi, j'ai vraiment préféré, partir en montagne et puis, bah, j'ai compris quand même que, bah, pour, faire des courses un peu plus difficiles en montagne et pour être plus à l'aise, il fallait passer du temps à s'entraîner en grimpe. Et finalement, bah, ça fait 2 ans que j'y ai bien pris goût et je pense qu'aussi c'est en m'y mettant vraiment et en progressant un peu que j'ai découvert, un peu toutes les facettes de ce sport, qu'on connaît pas forcément quand on débute, quoi. Ouais, forcément. Et quel sport tu pratiquais alors avant de t'y mettre? Et ben, avant de m'y mettre, je faisais beaucoup de randonnées, donc j'allais souvent marcher et j'aimais bien, partir en autonomie avec ma tente, mon réchaud et j'avais déjà un petit goût quand même pour les tout ce qui est, rando un peu, hors des sentiers battus. Ouais, je sortais souvent des sentiers, je regardais des cartes IGN, j'essayais de voir par où ça pouvait passer pour justement, pas me retrouver avec trop de monde et de là, bah, en prenant des sentiers plus escarpés, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire de la montagne et aussi je faisais beaucoup de ski et j'en ai eu marre de skier en station et d'être toujours, bah, un peu dans la foule des stations de ski et j'ai découvert le ski de rando, bah, vers pareil 26 ans, quoi. Du coup, j'ai commencé à me former au ski de rando aussi, et c'est un peu par ce biais-là que j'ai attaqué, l'alpi, quoi. Ah oui, du coup, faut que tu nous racontes comment est-ce que tu as découvert vraiment l'alpinisme, que tu t'es dit que tu avais envie de faire ça, et quel a été ton premier contact en fait avec cette discipline? Et ben, à l'époque, quand j'avais, 25 ans, j'étais en alternance dans une grosse boîte où le CEO de l'entreprise proposait des stages de formation à l'autonomie en montagne et c'était vraiment hyper accessible, financièrement. En plus, le guide qui proposait ces stages, c'était, mon collègue de boulot qui était ingénieur donc c'était voilà, c'était sympa de partir avec quelqu'un, que je connaissais. Donc j'ai commencé à faire des stages, dans cette grâce à l'entreprise et aussi c'est rigolo pour la petite histoire, mes parents quand j'ai commencé à faire ça, ils se sont dit: «Non mais» je leur disais que je rêvais de faire le Mont Blanc, bon basique classique quoi, comme tout le monde et du coup ils m'ont pour mes 25 ans, ils m'ont donné des sous pour que j'aille au Mont Blanc, ils m'ont payé un guide quoi et ils ont fait la grosse erreur de me donner l'argent à moi et pas au guide et du coup je me suis payé plein de formations avec, le CEO de la boîte et en me disant qu'un jour j'irai au Mont Blanc quoi et voilà et depuis j'ai jamais arrêté de faire de la montagne. Bah, tu quand même utilisé l'argent pour quelque chose en lien avec ça au final. Voilà, ouais, ouais, ouais. Donc c'était pas mal. Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans l'alpinisme par rapport aux autres sports du coup que tu pratiquais? Donc tu faisais déjà de la rando, donc tu étais déjà habitué à aller en montagne, mais pourquoi l'alpinisme? J'aimais bien le côté, un peu de d'être technicien quoi, d'avoir, moi ça me fascinait, bah, de voir, des piolets, des crampons, des cordes, de voir des gens qui font des nœuds, qui mettent en place des rappels, toute cette méthodologie un peu avec le matériel, et être efficace. Je trouvais ça hyper, intéressant et après il y avait le côté aussi, bah, vraiment se retrouver dans des endroits complètement, qui paraissent complètement inaccessibles et en fait, aussi l'esprit de cordée qu'il peut y avoir, avec les gens qu'on part avec qui on part. Quand on part, on est vraiment une équipe. Enfin moi, c'est comme ça que je vois l'alpinisme, c'est d'être vraiment une équipe et d'arriver en haut tous ensemble quoi et de descendre tous ensemble, c'est mieux et que vraiment il y a tout ce côté humain qui est hyper fort où, on apprend à connaître les gens, hyper rapidement. On peut pas du tout se cacher en montagne, plus il y a vraiment plein de barrières qui sautent et j'aime vraiment ça humainement, je trouve ça, très enrichissant. Ouais, j'imagine. L'alpinisme, c'est vrai que ça reste encore vu comme assez masculin, je pense que c'est le cas. Que penses-tu de la place des femmes dans l'alpinisme? Et est-ce que tu vois des évolutions par rapport donc tu as commencé assez récemment, mais est-ce qu'il y a quand même des évolutions, par rapport à quand tu as débuté? Comment tu vois les choses pour la suite? C'est vrai que quand j'ai commencé
Je me rappelle dans nos groupes, on était quand même déjà au moins 3 filles pour 3 mecs, mais c'était spécifique, je pense, à l'entreprise où j'étais. Et après, quand je me suis plus mis dans le milieu, là, j'ai compris que c'était vraiment très masculin, où il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup de notions aussi, de performance et d'être fort. Et voilà, moi, j'ai jamais senti que c'était forcément un frein pour les femmes, mais quand même, il y a ce truc où je pense que quand on se retrouve en cordée avec des hommes et qu'on débute la montagne, on va vraiment avoir tendance à laisser les hommes gérer, parce qu'on se dit qu'ils sont plus expérimentés et plus forts, même si c'est pas toujours vrai, quoi. Mais voilà, après, moi, je voulais continuer à me former. Quand j'étais plus, du coup, dans cette entreprise, j'avais plus accès à ce CE. C'est là où j'ai vu que c'était dur, en fait, d'apprendre la montagne quand on n'a pas ni sa famille, ni son copain qui en fait et qu'on n'a personne pour nous apprendre. Et du coup, c'est là où j'ai essayé de me renseigner comment me former. Donc, il y avait le CAF, mais ça, je sais pas, vu que j'ai appris avec un guide, je me voyais pas apprendre avec des gens qui sont pas forcément guides, même s'ils ont des formations pour apprendre. Et les groupes étaient énormes. Et j'ai un problème avec les gros groupes de 10 personnes. Et du coup, là, j'ai découvert, en fait, en cherchant un peu sur Internet, l'association Lead the Climb, qui propose des formations à l'autonomie en montagne. Et c'est que des stages entre femmes. Et c'est encadré par des guides femmes. Donc là, c'est vrai que c'était un peu, j'ai commencé à me former avec Lead the Climb. J'ai pas fait beaucoup de stages au début. J'ai dû en faire 2 sur là où j'avais des lacunes, quoi, la cascade de glace, principalement. Et, euh, et puis, euh, et puis aussi un stage d'alpinisme assez poussé, vu que j'avais déjà quand même des bonnes bases. Et c'est là que j'ai découvert l'alpinisme au féminin, et c'est là que je suis un peu, voilà, que j'ai découvert qu'il y a des guides de haute montagne avec 2% des femmes qui étaient guides de haute montagne, que c'était vraiment compliqué, voilà, au niveau professionnel pour les femmes de bosser dans ce milieu, qu'il y avait quand même pas mal de barrières mentales qu'on se mettait nous-mêmes aussi, parce qu'au final, je trouve il y a peut-être des hommes qui veulent pas des femmes en montagne, mais je pense que ça, c'est un peu vieillot, et qu'aujourd'hui, les hommes sont hyper ouverts à ce qu'il y ait des femmes, plus de femmes guides, ou même plus, tout simplement plus de femmes qui aillent en montagne. Ça a toujours été hyper bien accueilli, en tout cas, qu'on soit des femmes en montagne. Et Lead the Climb, ce qui est chouette, c'est que ça permet d'apprendre entre femmes et de faire, en fait, sauter toutes les barrières qu'on a aussi à se dire qu'on n'est pas capable de passer devant, qu'on va pas savoir analyser une situation. Et en fait, quand on se met dans ce mode entre femmes, quand on retourne encore des mix, le cerveau a imprimé que non, tu es capable, tu sais faire, tu peux y aller. Et c'est tout bête, mais moi aujourd'hui, ouais, j'ai plus de problème à passer en tête, même s'il y a des hommes dans la cordée, à donner mon avis et pareil, à rester dans ce mode équipe. Chacun a des atouts, et misons sur les atouts des uns et des autres pour arriver en haut de la montagne, quoi. Et en général, ça se passe bien, quoi. Donc cette asso, elle t'a vraiment aidé énormément finalement dans ta formation? Pas que moi, parce que Lead the Climb, c'est quand même 350 adhérentes. Il y a 90 journées de stage par an dans toutes les disciplines de montagne, du coup ski de rando, cascade de glace, alpinisme, escalade, vraiment beaucoup de choses. Ça représente 230 journées de terrain, et ça fait sortir 400 femmes par an dehors. Donc c'est quand même assez énorme. Et il y a 25 guides femmes qui sont dans l'assaut et 30 guides renforts. Donc il y a aussi des hommes qui encadrent à Lead the Climb. Et tout ça, c'est mené par 10 bénévoles depuis 2018. Donc c'est vrai que l'assaut marche super bien, et il y a un noyau dur quand même de 400 bénévoles qui sont là depuis le début, et qui n'ont pas lâché la barque, et qui ont bien mené ça comme une véritable petite entreprise, quoi. Et ça a fait que, grâce au fait que ça marche bien, et Lead the Climb a pu lancer des groupes d'alpinistes féminins, comme on peut en voir dans d'autres clubs CAF. Alors j'allais te parler de ça, donc toi tu fais partie de cette première promotion du projet qui s'appelle Team Lead the Climb. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que c'est, qu'est-ce que c'est que le projet, quels sont ses objectifs, comment ça se déroule? Déjà, on doit ce groupe à Manon, qui est bénévole dans l'asso, et qui voulait faire partie d'un groupe féminin, et qui s'est dit, est-ce que je vais quitter Lead the Climb pour faire un autre groupe féminin? Pourquoi pas lancer un groupe à Lead the Climb? C'est possible maintenant. Donc, elle a lancé des sélections pour ce groupe. Du coup, l'idée du groupe, c'est former un nombre de femmes. Souvent, selon les groupes, c'est entre 8 et 4. Nous, au début, on était 6. Après, bon, bref, il y a une fille qui a dû partir. Mais voilà, on était un groupe de 5 filles, on va dire. Et on a fait 2 ans de formation.
avec des guides de haute montagne, donc Maud et Bégo qui étaient nos guides pour 2 ans, où en fait on fait des stages avec elles, où bah, c'est simple, hein, on revoit tout quoi. On repart à zéro, on a revu tout ce qui est fondamentaux, faire des relais, poser des coinceurs, les techniques de base de progression en arête, en grande voie. Et après, on a fait un peu de ski, un peu de mix, du coup, plutôt neige-glace. Puis voilà. Et en fait, nous, dans le groupe, on s'était un peu imposé entre chaque stage, on s'est imposé de faire des sorties en autonomie, c'est-à-dire sans les guides, et au groupe au complet. Tu vois, on essayait vraiment de se dire, c'est obligé de le faire, quoi. Ça fait partie du contrat un peu, et parce qu'on a bien compris que les stages, quand on est 5, 6 et plus avec 2 guides, on peut pas vraiment faire une vraie sortie en montagne, quoi. C'est hyper compliqué parce que tout prend plus de temps. Elle nous explique beaucoup de choses, du coup on n'avance pas, donc les horaires on fait x2, donc ça permet pas de partir sur des sorties un peu plus compliquées, même si on a fait des trucs un peu plus durs en grand nombre et qu'on a fini très très tard. Donc on s'est imposé ça et je pense que c'est ce qui a fait la différence, c'est qu'on a vraiment vraiment progressé en sortant à fond entre nous, quoi, en faisant des choses à notre niveau, et du coup ça a permis de pousser le curseur un peu plus loin à chaque fois et d'arriver à faire des belles courses en autonomie tout ensemble à la fin des 2 ans. Parce que ouais, on a eu des moments où on a ouais, et en fait, on a eu des moments où on a quasi pas eu de stage parce que pas de chance, il faisait pas beau. Le coup d'après, on a eu une gastro généralisée dans toute l'équipe. Du coup, on a dû annuler le stage en plein milieu. Mais vraiment, on n'avait pas eu de chance. Donc, quand on prend du recul, on se rend compte qu'on n'a pas fait tant de journées que ça avec les guides, mais qu'on a fait les éponges pendant 2 ans, qu'on a vraiment été câblés. Quand c'était le moment d'être en stage, on était à fond. Et après, on est sortis entre nous tout ensemble, ou à deux ou trois. Enfin, on essayait vraiment de se voir à fond. Et de toute façon, nous, on n'avait pas d'autres compagnons de cordée, donc je veux dire, on était contente de se trouver, quoi, parce qu'on n'avait pas dans nos entourages des gens qui allaient nous emmener en montagne. Donc, je pense que c'est ce qui fait aussi que ça a marché et qu'aujourd'hui, ouais, on est arrivé à faire des super trucs ensemble. Et qu'est-ce que ça représentait pour toi de faire partie de cette équipe qui était quand même pionnière finalement, parce que vous étiez la première promo? Et ouais, et à l'époque, j'avais aussi fait les sélections candidater pour aller au GFHM. Du coup, c'est groupe féminin de haute montagne. C'est le premier groupe féminin qui a été créé. Et du coup, c'est exactement le même principe. Et quand j'étais pris à Lead the Climb, du coup, je suis pas allée aux sélections du GFHM parce que je me suis dit, moi, ce qui m'anime aussi, c'est de créer ce projet, quoi. C'est de partir de zéro. J'aime quand même bien créer des projets. Et là, je me suis dit, c'est super, on va pouvoir un peu y mettre notre patte, quoi, et essayer de faire un truc qui nous ressemble. Enfin, nous ressemble. Au début, on se connaissait pas, mais je me disais, ça va être sympa de créer de nouvelles communautés sur Instagram, essayer de motiver d'autres filles à faire pareil. Et moi, c'est vraiment créer ce projet. Et on a eu de la chance parce que Lead the Climb, les bénévoles sont vraiment très actifs. Et du coup, on a eu un partenariat avec The North Face pendant 3 ans. Ils font toujours d'ailleurs des événements sur Chamonix. Et du coup, ils ont fait quelques événements en partenariat avec Lead the Climb. Donc le deal, c'était un peu que les équipes viennent sur ces événements aussi, pour motiver aussi d'autres filles à venir. Donc pendant 3 ans, on a fait pas mal d'événements avec The North Face sur Chamonix. C'était hyper intéressant. On a pu rencontrer plein d'athlètes, plein de guides, et puis découvrir la vallée de Chamonix, les montagnes là-bas, avec ça. Donc ça, c'était super. Et ça nous a donné envie aussi, parce que The North Face, ils sont vachement dans la communication, dans l'image. Et puis on se rendait compte quand même que c'était souvent des athlètes, souvent des pros, souvent des guides qui étaient représentés dans tous ces médias. Et pareil dans le cinéma de montagne, on s'est dit il y a très peu finalement de femmes amatrices qui sont représentées. Enfin, il y en a pas dans les films. Du coup, tout ça en fait nous a aussi donné envie de continuer à animer la page Instagram, de faire plus de vidéos. Et de fil en aiguille, on a monté un film, quoi. Un film carrément. Et comment ça s'est passé du coup pour faire ça? Et déjà dans l'équipe on est 5. Du coup il y a Marion, Aurore, Bérénice, Manon et moi. Et on va dire que Manon et moi on était plus à fond sur la com, les vidéos et tout ça, et on avait un peu toutes les deux envie de faire ce film. Donc on l'a pas du tout imposé aux autres filles. On leur a dit, est-ce que vous êtes ok pour qu'on vous filme, et est-ce que vous êtes ok de parler un peu à la caméra? On vous en demande pas plus, quoi. En gros, vous n'aurez pas à travailler sur ce film plus que ça, mais si vous êtes d'accord de jouer un peu le jeu, c'est cool. Du coup, tout le monde était OK.
À part Marion qui aime pas trop ça, donc elle nous a plus dit genre ok vous pouvez me filmer mais me demandez pas de parler, donc c'était bon, le deal est respecté quoi. On n'a pas voilà, on n'a pas essayé de faire parler tout le monde, mais dans tous les cas ouais ça nous a permis de lancer ce projet en collectant des images au début sans trop savoir ce qu'on allait en faire. Et, euh, et en fait, il faut savoir que dans tous ces groupes d'Alpi, souvent on demande de faire un petit projet de fin de cycle. Donc au bout de 2 ans, l'idée c'est de monter un projet en montagne qui dure n'importe quel temps qu'on veut. Et l'idée c'est d'aller faire des sommets. Nous, on a choisi de partir en Suisse, faire des 4000 et surtout on a choisi de faire ça en autonomie, c'est-à-dire sans guide. Souvent les autres groupes, ils embarquent quand même un de leurs guides pour les accompagner. Et nous, on s'est dit que bah, on prenait pas de guide. De toute façon, on n'avait pas le budget pour les payer. Donc, il y avait un peu ça aussi, mais on s'est dit que c'était un bon challenge et ça nous permettrait de voir où on en est. Et donc, on est parti en Suisse en juillet 2023 pour faire 3 sommets emblématiques à 4000 mètres d'altitude. Et on a vraiment documenté toute cette, on appelle ça une expé, c'est pas une vraie expé comme font les pros, mais on a documenté ces 2 semaines en filmant et on est revenu avec plein d'images. Entre-temps, on a trouvé Quentin qui a bien accepté de faire le montage de notre film, enfin qui s'est vraiment, on va dire, il a été à fond avec notre histoire. Quentin, c'est un ami de Manon et ils se sont rencontrés quand ils faisaient de la chute libre. Quand on cherchait un monteur, elle disait punaise, je sais le gars qu'il nous faut, il y en a qu'un qui est assez fou pour nous suivre là-dedans et c'est Quentin et il a accepté. Et voilà, et du coup, bah, Quentin a récupéré un disque dur rempli de 500 gigas ou je ne sais combien de gigas de vidéos où il s'est dit, oh putain, pourquoi j'ai accepté? Et du coup, bah, lui nous a aidé à décortiquer tout ça, à cibler mieux notre histoire, ce qu'on voulait vraiment raconter, quelles images on a pris. Malgré ces 500 gigas, on a dû refaire des images, incroyable, hein. Et ben voilà. Et il est venu aussi avec nous 2 jours au début en Suisse. On avait décidé de se faire une petite sortie de rodage à Rolla, juste pour s'acclimater, puis se remettre en route tout ensemble. Et Quentin est venu avec nous, où il a pu un peu nous filmer, nous donner des petits conseils pour la prise d'image, parce qu'on a aussi fait nous-mêmes toutes les images et toute la prise de son en même temps qu'on faisait de l'alpi. Donc nous, on avait vraiment prétention à faire un film de qualité professionnelle. On voulait pas d'un truc où il y a la caméra qui tremble avec un son tout pourri et le bruit du vent et on comprend rien. Donc on avait emmené des micros cravates, des micros pour l'appareil photo, la GoPro, on a investi dans du matos pour enregistrer du bon son. Moi j'avais déjà un drone parce que j'aime bien l'image, donc j'avais déjà bien des compétences là-dedans, donc ça allait. Et puis après on s'est motivé quoi. On a fait des petites interviews, on a réfléchi à des questions. En fait, on n'avait pas vraiment d'histoire écrite en avance, mais on a essayé de réfléchir à faire un film parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, donc on peut pas écrire l'histoire à l'avance. Mais voilà, du coup, on a fait ça. En fait, on a fait ça assez naturellement, mais quand même, une fois qu'on est revenu avec les images, ça a demandé énormément de boulot. Et comment il s'appelle ce film et où est-ce qu'on peut le voir? Et ben, le film, il s'appelle High Inspiration. En ce moment, il passe en festival. On était aux Rencontres Ciné-Montagne à Grenoble en novembre dernier. Et après, on va faire l'IF3 à Chamonix le 7 décembre. Et ensuite, on verra, on a inscrit à d'autres festivals, on attend les réponses. Parce qu'il faut savoir que c'est pas faire un film, c'est sympa, mais après pour le diffuser, c'est encore autre chose. Et là, bah faut s'inscrire dans plein de festivals, il y a beaucoup de concurrence, faut remplir des formulaires qui sont hyper longs. Enfin tout ça, on savait pas avant. Voilà. Et aussi ce film, on le doit beaucoup grâce à notre communauté sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'avait pas d'argent du tout pour partir en Suisse ou pour faire monter le film. Donc, on a fait une campagne de financement participatif sur Ulule parce qu'on trouvait pas non plus de sponsors prêts à nous suivre vraiment là-dedans. Donc voilà, on était hyper surprise d'avoir autant de retours de gens qui nous suivent sur les réseaux. Bon, il y avait pas mal notre famille et nos amis quand même, mais je pense quand même la plus grosse partie, c'est des gens qu'on connaît pas forcément et qui nous suivent quoi. Donc ça faisait hyper chaud au cœur et ça nous a encore plus motivés à faire un truc vraiment bien et à vraiment le diffuser quoi en festival. Et est-ce que pour revenir du coup vraiment sur toute la formation en fait que tu as eue pendant les 2 années grâce à Team Lead the Climb, est-ce que tu peux nous raconter concrètement en fait comment se sont passées ces 2 années? Donc tu disais qu'il y avait des stages, que vous aviez fait des sorties ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, comment vous avez démarré et par quoi vous avez terminé en fait? Comment ça s'organisait en termes de volume aussi, horaire? Enfin peut-être pour que des femmes qui se disent: «Ah je serais peut-être tentée de faire ça», se projettent un peu en fait.
Et bah, c'était dense. Déjà, faut vraiment être prêt à s'investir à 200 dans le projet, sinon ça ne marche pas. Nous, quand on a commencé, c'était vraiment, 1 stage fondamentaux avec, Bégo, où elle était toute seule, on était 6 et on a revu vraiment toutes les bases, le mouflage, l'encordement sur la neige, arrêter des chutes, des relais, enfin tout, en une journée. Et le lendemain, on partait faire une course d'alpi et on n'est pas du tout allé en haut du sommet parce qu'on était vraiment hyper lente, quoi. Et ça avançait pas, quoi, et on n'avait pas du tout aucune efficacité. Du coup, on a fait demi-tour, mais en vrai, on n'avait même pas encore vraiment commencé la sortie quand on a fait demi-tour. Je crois qu'on a attaqué enfin l'arête, quoi. On avait juste fait l'approche. Et voilà, après ça, on a commencé après, on faisait une sortie entre nous et on choisissait un sommet, une sortie qui nous paraissait accessible. Il faut savoir qu'avec les guides, par exemple, elles ne nous mâchent jamais le travail. C'est jamais elles qui vont décider vraiment, enfin, c'est elles qui valident à la fin, mais avant que ça se fasse, il y a toute une phase de préparation où c'est nous qui regardons la météo, qui appelons les refuges, qui cherchons les condis, qui allons décider quelle course on veut faire, pourquoi. Et ça prend un temps de fou en fait, qui est plus que le week-end. Quand on arrivait à une semaine avant le stage, ben, on commençait déjà à rassembler plein d'infos, à écrire sur le groupe WhatsApp, à se faire des visios et puis décider ce qu'on faisait. Donc c'est vrai que ça peut être très prenant, même au-delà des stages, quoi, parce qu'il y a tout cet investissement qui est demandé, même pour les sorties avec les guides. Mais c'est ce qui fait qu'après, bah, on répète ça quand on sort entre nous et puis on apprend de nos erreurs et on se rend compte qu'aller en montagne, c'est quand même fatigant parce qu'il y a toute cette phase amont qui est vraiment épuisante. Si la météo est favorable, c'est chouette, mais si en plus il y a des changements de météo et qu'il faut trouver des plans jusqu'à Z, et ça devient très long. Et donc on avait des phases où c'était hyper intense. Je me rappelle la première année, janvier, février, mars, j'avais l'impression que c'était toutes les 2 semaines qu'il y avait un truc, quoi, avec le groupe. Donc c'est vrai que c'était un peu dense. Pareil, l'été, printemps-été, il y avait beaucoup plus de sorties. Après, c'est nous qui nous l'imposions. On se prenait un doodle sur 6 mois et on remplissait des doodles pour être organisé et être toutes disponibles. Parce que bon, quand on est 5-6 plus de guides qui ont un planning de ministre, trouver des créneaux, c'était compliqué. Et donc ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, du coup, je sais plus exactement, ça représentait quand même ouais, au moins une vingtaine de journées. C'était peut-être 5 week-ends avec les guides et après, bah, 5 week-ends entre nous, plus notre pratique un peu perso. Ça faisait beaucoup de sorties. Après, je pense que toute notre mode de vie était assez tourné vers la montagne déjà, donc ça nous allait. Enfin, on a accepté le truc et on l'a vraiment fait à fond. Et cette année, Lead the Climb, bah, du coup, on a lancé la promo 2 et on a pu faire un deuxième groupe plus allégé où il y a 2 fois moins de stages avec les guides, justement pour permettre à des femmes qui ont des enfants ou qui n'ont pas forcément envie de faire que ça, puissent quand même intégrer un groupe d'alpi sans se retrouver toutes les 2 semaines en stage en montagne. Donc ça, c'est chouette. Et puis maintenant, il y a aussi, enfin, il y avait déjà avant le groupe Alpi Jeunes qui est un peu sur la même formule. Il y a peut-être 4 stages par an et là, c'est destiné à des filles qui ont moins de 25 ans. Du coup, là, ça fait qu'il y a 3 équipes cette année dans l'assaut. Et est-ce que, toutes les femmes qui entrent dans ce projet, est-ce qu'elles ont toutes quand même déjà une expérience préalable, même comme ce que toi t'avais fait, avec tes stages, les stages que tu avais pu faire avant via ton CE? Ou est-ce qu'il y a des débutantes, débutantes? Non, on n'a pas fait de programme pour vraiment des débutantes. On a quand même choisi de faire des programmes pour des filles qui ont déjà des bonnes notions. Par exemple, on demande de pouvoir skier, on marque de skier en pente raide, c'est pas de la pente raide, mais d'être à l'aise dans des pentes à 35-40, sans dire d'avoir un style et tout de ski, mais de pas avoir peur d'aller dans ces pentes-là parce que, en fait, c'est pas qu'on va faire des couloirs quand on va être en stage, mais c'est qu'on va se retrouver avec des sacs lourds à skier dans de la neige souvent de merde et que si déjà on n'arrive pas à descendre une piste noire, bah ça va être très compliqué de suivre un stage juste pour les accès, quoi. Si on ne sait pas skier par exemple dans ce type de terrain, et l'escalade on demandait d'avoir un niveau 6A en salle, quoi, parce que ben on le sait que sinon si tout le monde a peur en grimpe parce qu'il a pas le niveau et elles ne vont pas passer en tête parce qu'elles se sentent pas, en fait bah ça va être l'enfer pendant les stages et pendant les sorties en montagne. Donc voilà, nous quand on est arrivé, on avait un peu ces prérequis-là, mais par contre, on demande une petite liste de courses pour voir un peu ce que les filles ont fait et puis un peu ouais, les motivations et tout ça. Mais ouais, il faut quand même déjà avoir des bonnes notions.
des bonnes notions de base, quoi. J'imagine que l'idée, c'est aussi d'avoir un groupe, d'un niveau homogène pour que tout le monde puisse, apprendre en même temps, sinon ce serait compliqué à gérer aussi. Oui et non, parce qu'on essaye de faire ça et en fait, quand, on fait les sélections, on se rend compte que, bah, il y a des petites surprises, quoi, ben, des fois, il y a des filles qui sont hyper fortes et en fait, elles ont été tellement modestes dans leur candidature qu'on l'a pas vu, quoi et on se rend pas compte parce que voilà et au final, elles arrivent, elles grimpent super bien, elles ont déjà une expérience de dingue en montagne, à avoir fait des courses hyper difficiles, en réversible avec des gens ou même en second, mais quand même. Du coup, ça fait des niveaux, enfin et puis d'autres filles qui ont vraiment moins d'expérience, qui ont peur encore de passer en tête, qui grimpent pas hyper bien. Du coup là, c'est un peu, au groupe de se débrouiller avec ça, j'ai envie de dire. Nous, on a eu des différences de niveau, qui étaient peut-être moins marquées que dans les promos cette année. Mais après ça franchement, ça se fait bien et en fait, c'est génial parce que ça permet aussi humainement de s'adapter en fait aux unes aux autres et les moins fortes, ça va les faire progresser de ouf techniquement et les plus fortes, ça va les faire progresser sur, d'autres choses. Sur la gestion humaine, qui est hyper important en gestion de course en montagne, et puis, à se sentir peut-être, un peu plus, ouais, dans le soutien, en fait et la bienveillance les unes envers les autres, nous, il y avait des filles qui étaient pas du tout à l'aise en pente de neige, par exemple, qui aimaient pas les courses en mix et au final, ben, quand on est parti en Suisse, on a quand même fait des sorties avec principalement de la neige et du coup, ben, c'est bien passé aussi parce que, des filles qui étaient moins à l'aise ont fait l'effort de s'entraîner, voilà, je sais, moi, par exemple, j'étais pas du tout, forte en grimpe, bah, je me suis vraiment mis à la grimpe pour me dire: «J'arrête d'être le boulet de l'escalade», quoi et d'autres filles qui avaient pas forcément du cardio sont mis à aller courir pour se dire, «J'arrête d'être la dernière sur la marche d'approche» et du coup, tout le monde a essayé de combler ses lacunes et c'était super, quoi. Parce que voilà, même s'il y en a qui ont des super niveaux techniques, ben, voilà, ça veut pas forcément dire qu'elles ont la caisse non plus donc ouais, ça tire tout le monde vers le haut et ça, c'est chouette. Faut vraiment le voir comme ça et être dans la bienveillance et pas dans la concurrence. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve, il y a beaucoup ce truc de concurrence, des fois, même entre femmes en montagne. Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a de plus en plus de filles en montagne et qui sont aussi très fortes. Et du coup, c'est cool si tout le monde peut rester vraiment dans la bienveillance et être contente, quoi, les unes pour les autres quand on arrive à faire des super trucs en montagne, être contente pour les autres et puis sur le terrain, vraiment se soutenir, quoi. C'est ce qu'on montre vraiment dans le film d'ailleurs, Mmh. pour ceux qui auront l'occasion de le voir, avant qu'il soit sur YouTube dans quelques mois et ben, ouais, on a essayé de montrer un peu notre façon de fonctionner dans le groupe qui était basée, principalement sur, le soutien et Ouais, c'est important. Quel, ouais. quel a été ton plus beau souvenir au cours de ces 2 années? Oh bah, il y en a quand même pas mal, mais des fois, c'est marrant parce que c'est des moments quand j'y pense, sur le moment, c'était pas des bons moments, quoi, mais ça reste des bons souvenirs après, avec le recul, quoi. Moi, j'ai bien aimé, on a fait une goulotte dans le Taillefer, je crois que ça s'appelait le couloir nord-nord-ouest des vents. Le Taillefer, c'est un petit massif, entre le Veldon et la Chartreuse et moi, j'aime bien dire petit massif, mais grandes aventures parce que, cette goulotte, on est monté là, c'était un stage avec les guides. Déjà, chapeau à nos guides parce qu'elles nous ont emmenés faire des trucs, déjà à 2 cor enfin, déjà en mode normal, une cordée, c'était déjà des petits chantiers, mais alors là, à l'époque, on était encore 6 dans le groupe avec 2 guides, on se retrouve à 8 là-dedans. Vraiment, voilà, du coup, on était montés dormir à une bergerie, il fallait qu'on monte du bois, donc déjà on ramassait des bûches et des troncs, sur l'approche, on avait déjà des sacs énormes. Du coup, on est montés dormir à la bergerie, on a fait un peu de cascade de glace autour du lac l'après-midi et puis le lendemain matin, on est parti, je sais plus à quelle heure. En plus, c'était en décembre, donc il fait nuit, enfin, les journées sont hyper courtes, quoi. Donc on est parti après pour faire cette goulotte, où il y avait une approche à ski un peu dans des dans des arbustes là, c'était vraiment hyper chiant. Après on a dû remonter en peau de phoque, jusqu'au pied de la goulotte. Du coup, on avait nos skis de rando, donc on est parti faire 4 longueurs de cascade de glace avec les skis sur le dos, avec nos chaussures de ski aux pieds et pas des chaussures d'alpi. Il y en a qui avaient jamais fait de glace avant. Je me souviens, Marion n'avait jamais, touché de la glace avec des piolets avant la veille, quoi et Aurore, je crois que c'était pareil. Mais bon, après, elles, c'était 2 bonnes grimpeuses de l'équipe, donc bon, ça allait, mais quand même et puis, ouais, on est parti faire cette goulotte où il y a 400 mètres de glace. Non, ouais, je sais plus, mais il y a 4 longueurs de glace et après, il y a 400 mètres de pente de neige et l'idée, après, c'était de descendre un couloir à ski pour retourner à la bergerie. Bon, bien sûr, on a explosé l'horaire, on a fini, il faisait nuit, on était en haut du couloir, il faisait nuit noire, la neige avait regelé,
Vraiment, la mission, on s'est pris, il y a une cordée devant nous qui a déclenché, qui nous a fait partir un bouchon de neige dessus. Du coup, on a été trempés. Vraiment la mission. Et du coup, on pouvait pas descendre à ski parce que c'était trop exposé, donc on est descendu à pied. Donc en plus, on a porté nos skis vraiment pour rien. Et on retourne à la bergerie hyper tard. Et on redort à la bergerie. Et c'était pas du tout prévu, quoi, mais on pouvait pas descendre parce on était éclatés, quoi. Et là, c'était trop sympa. Il y avait 4 gars à la bergerie qui avaient entendu que du coup la cordée d'avant leur avait dit, bah il y a 8 nanas qui arrivent, donc vous étalez pas. Elles vont pas arriver tout de suite. Et les mecs trop sympas, ils nous faisaient la petite lampe, le petit phare dans la nuit pour nous indiquer où était la bergerie. Et ils nous avaient fait à bouffer quand on était arrivés. On avait des petites pâtes à la sauce tomate là, parce nous, on avait rien à manger quoi pour un deuxième soir. Et du coup, ça c'était un bon souvenir de bonne mission quoi, avec les guides Ah, quoi. c'est clair, c'est adorable de leur part. C'est marrant parce que quand tu le racontes, après coup, il y a un petit côté quand même plan galère où on se dit: «Oh là, ça devait être compliqué» et en même temps, j'imagine que ça crée des bons souvenirs aussi. Et on était au bout, hein. Moi, il y a ma chaussure de ski qui s'était pétée. Du coup, je pouvais plus me mettre en mode ski, donc j'avais une chaussure en mode marche, donc je pouvais pas. En fait, la chaussure se bloque pas, donc on peut pas appuyer dessus pour skier. On est obligé d'être tout le temps en équilibre, avec le sac énorme. Le refuge, la bergerie, c'était hyper humide. Il y a de l'eau qui goûtait du plafond. Non, mais c'était. Et je crois que c'était l'anniversaire de, je sais plus, si c'était Bégo ou Maud, d'une des guides, c'était son anniversaire. Ouais. Sacrée expérience. Ouais, il y en a eu plein des comme ça. Ça fait partie, je pense, des trucs à accepter dans ces groupes. C'est sûr. Justement, quel a été le plus grand défi que tu as rencontré en tant qu'alpiniste pour l'instant? Je trouve que le plus grand défi, c'est à chaque sortie, hein, trouver des gens pour aller en montagne qui sont fiables, avoir la bonne météo, les bonnes dispos. C'est à chaque fois, c'est un défi, quoi, les bonnes condis et partir en n'étant pas trop sûr de ce qu'on va trouver. Franchement, la montagne, c'est un défi permanent. Mais ouais, je sais pas, là comme ça, des plus gros défis. Ben ouais, là, je me suis lancée Ta dans la réponse est plus très bonne, grosse. hein. Si c'est un défi permanent, Ouais, c'est bah un en vrai, défi c'est un permanent. défi tout le temps. Non, mais faut en avoir conscience parce qu'on a l'impression que c'est tout le temps, c'est beau, c'est joli, ça fait rêver. Mais en fait, des fois, on passe vraiment 10, 15 heures en montagne, c'est pas toujours facile. Moi, je trouve que toute la phase amont de préparation de course, elle est hyper chiante, quoi. Parce que c'est, ouais, il y a trop de facteurs en fait qui dépendent pas du tout de nous. Il y a les facteurs humains, des gens avec qui on va partir. Est-ce qu'ils vont toujours être dispo, toujours être motivés? Est-ce qu'ils vont tomber malades? Est-ce que, voilà, la météo, est-ce qu'elle va changer? Les condis, est-ce qu'elles sont bonnes? Juste avant de partir, tout ce qu'il faut gérer, c'est impressionnant. Et ça, tant qu'on l'a pas fait soi-même, on peut pas se rendre compte, quoi. Et voilà. Et non, il y a pas longtemps, j'ai fait, enfin, cet été, je m'étais mis un bon défi de faire la Noire de Peutray par l'arête sud. Et du coup, c'est une course qui est très longue. Ça fait 1200 mètres d'escalade et souvent on dort dans la face, quoi. Donc, faut prendre le bivouac. Et du coup, bah, j'ai l'idée cette course. Bon, pas que moi. J'étais avec quelqu'un qui grimpe très bien, mais qui fait pas de montagne. Et du coup, bah, c'était un peu le pari de se dire, allez, on y va. On a déjà fait beaucoup, beaucoup d'escalade ensemble. On se connaît très bien en montagne, enfin en grimpe en tout cas. Et là, on part faire ça. Et du coup, ben, ça s'est super bien passé. Et voilà, à part que ben, c'était le premier week-end anticyclone du printemps, donc on n'était pas les seuls dans les environs. Donc il y avait à peu près 15 cordées qui partaient sur cet itinéraire, mais pour aller au Mont Blanc par l'intégrale de Peutray. Donc c'est vrai que oui, ils avaient un chemin plus long, mais ouais, c'était pas évident de se retrouver autant nombreux dans une course aussi dure et aussi longue, avec une grosse pression. Ben, on veut pas trop laisser passer les gens, mais en même temps, on va moins loin, donc on peut les laisser passer, puis en même temps, ils vont plus vite. Donc, mais si on commence à laisser passer 5 cordées, on va perdre 1 heure. Donc, comment on fait? Le temps que tout ça se mette en place sur des courses comme ça prend vite 2, 3 heures. Et voilà, du coup, ça c'était chouette d'arriver à faire cette course après 2 ans de formation. Je faisais déjà de la montagne avant, et l'avantage d'avoir appris en n'ayant personne pour m'emmener, c'est que j'ai vraiment eu cette habitude de préparer mes sorties, de les gérer aussi sur le terrain. Après, il faut trouver les bonnes personnes pour y aller, mais là, ça c'est super bien passé. Et c'était chouette. On a dormi sur l'arête. Le lendemain, on a fait le sommet, et puis après, on a fait 5 heures de descente, et puis encore 3 heures de marche. Ça a l'air costaud déjà. Félicitations. C'est génial d'avoir appris vraiment cette autonomie.
Ouais, bah, c'est pas ce genre de sortie, je ferai pas ça tous les week-ends, mais voilà, une fois par an, c'est super cool. Et le fait d'apprendre comme ça cette autonomie dans l'alpinisme, est-ce que ça t'a aussi apporté des choses dans ta vie personnelle? Est-ce que tu te sens plus à l'aise aussi, je sais pas, dans le domaine professionnel, perso, au-delà de l'alpinisme, en fait? Moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. J'ai été, je pense, quelqu'un qui avait pas trop confiance en elle, un peu toujours m'effacer derrière les gens, à pas trop m'affirmer, à un peu, être, voilà, dans le boulot en tout cas, j'étais bien comme ça et du coup, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Moi, avant, je me sentais, tout le temps nulle et incapable de faire des choses parce que, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais et de faire de la montagne et de me rendre compte de faire des trucs durs et d'y arriver, enfin durs, à mon niveau quoi, et ça m'a fait sentir vachement capable et je suis arrivée à bien me dépasser, sur certains points et c'est vrai que, bah, après j'ai plus essayé de prendre les choses en main, dans ma vie à côté. Même si voilà, le boulot pour moi ça reste toujours, un mystère, le monde du travail, mais je vais y arriver, hein. Mais voilà, après c'est justement aussi, c'est des choses où je me suis dit: «Ben non, j'accepte plus certaines choses, je suis plus obligée d'accepter, qu'on me parle mal au boulot, que mes employeurs soient irrespectueux avec moi. Je suis plus obligée d'accepter d'être mal payée pour ce que je fais parce que je sais que je vaux mieux que ça, donc je vais pas non plus, bah, voilà, il y a des choses que j'ai décidé d'arrêter de faire et justement, bah, de me dire: «Bah, j'ai envie de me lancer, en freelance, dans des choses que j'aime et ben, ouais, ça fait super peur, bah, j'essaye quoi, et puis on verra quoi». Comme en montagne, hein, des fois on avance, franchement, on a une visuelle de 5 mètres de ce qui se passe, puis après on sait pas quoi. Bah, là, c'est un peu pareil. Mais voilà, faut arriver à garder la tête sur les épaules, même dans le monde professionnel et voilà et puis C'est d'essayer de trouver des solutions quoi. Et est-ce que tu as des projets là en tête, que tu as au niveau alpinisme? Est-ce que tu as des objectifs qui te font rêver ou des projets que tu as vraiment envie de réaliser bientôt? Déjà, j'aimerais bien essayer de faire plus de courses, mixtes, tout ce qui est neige et glace. Pour moi, c'est vraiment, le plus haut niveau de l'alpinisme, c'est arriver à faire ces sorties-là, en hiver, quoi. Parce qu'il y a de la neige, de la glace, du caillou et en fait là, l'été, c'est plus facile parce qu'il y a que du rocher à gérer. Est-ce qu'il est sec ou mouillé? Point. Alors que l'hiver, la neige, on sait pas la consistance qu'elle va avoir, la glace non plus. Donc on peut vraiment avoir des mauvaises surprises comme des très bonnes. Des courses très faciles peuvent devenir très difficiles et des courses extrêmes peuvent devenir hyper faciles et ça, c'est vraiment vrai. Quand il y a des grosses conditions, des super conditions de neige ou de glace et ben, ça change tout et pour peu que surtout à Chamonix qu'il y ait eu, 50 000 personnes qui passent avant, on se retrouve devant un escalier. Non, j'exagère, faut pas non plus s'engager là-dedans, si on sait pas faire mais voilà, c'est des choses, moi, qui me font bien rêver. Après, bah, j'aimerais bien il y a plein de sommets que j'aimerais bien faire. Après, j'ai jamais été, drivée par vraiment, un sommet, quoi, à part la Noire de Petré. C'était la seule fois où je me suis dit: «Ouais, cette montagne, j'ai vraiment envie de la faire et vraiment envie de la faire, en autonomie, quoi» et du coup, ben, là, comme ça, j'ai pas de montagnes vraiment qui me font rêver. Si, il y en a une, c'est le Schreckhorn en Suisse, c'est un 4000, c'est pas très connu, mais c'est plutôt du caillou, ça, pour le coup et ça a l'air, bien long et bien difficile comme on aime. Difficile parce qu'il y a beaucoup de recherches d'itinéraires vu que c'est pas des sommets qui sont en fait, c'est tellement long d'accès déjà à pied. Je pense qu'il y a pas grand monde qui y va et du coup, bah, c'est hyper sauvage. Moi, j'aime bien quand même les trucs sauvages. Donc voilà, peut-être le Schreckhorn l'année prochaine, sera l'objectif de l'été prochain. Tu verras ça avec plaisir. Et pour finir, petite question traditionnelle, quel conseil est-ce que tu donnerais à une femme qui souhaiterait se lancer dans l'alpinisme, mais qui oserait pas forcément se lancer? D'y aller par étapes déjà, de pas se faire peur et se former vraiment, avec soit les clubs, de montagne, le CAF ou, bah, Lead the Climb. Il y a plein d'autres assos, hein. Il y a Girl to the Top aussi qui fait ça et même tout simplement, même si vous n'arrivez pas à vous inscrire à ces stages-là, il suffit d'être, un guide. Sur des sorties, fondamentaux, ils peuvent prendre jusqu'à 6 participantes. Du coup, ben, les 6 personnes, même avec des gars, hein, 6 personnes, contacter un guide et lui demander: «Ben, nous, on a envie d'apprendre les fondamentaux de l'alpinisme», et puis se partager les frais de guide à 4, 5, 6 déjà, c'est pas mal et voilà, après selon les sorties, bah, ils pourront pas prendre 6 personnes, mais pour faire, des écoles de fondamentaux, c'est très bien. Vraiment prendre le temps de se former et puis après aller oser se lancer dans des courses, vraiment très faciles. Limite, un truc, vraiment on se dit: «Non mais là, c'est trop facile» parce qu'en fait, on se rend compte quand on fait soi-même que même du très facile, c'est pas si facile. Ça va pas être dur de grimper, par exemple, mais ça va être dur de trouver son chemin, d'être efficace,
de mettre des protections, des points quand il faut, tout ça, quoi. C'est tout ça qui demande une expérience et en fait, c'est en faisant qu'on apprend. Du coup, ben, faut oser, faut y aller, faut se lancer, sinon, bah, ça marche pas en restant dans son canapé et en lisant des bouquins sur l'alpinisme. Et bah, c'est parfait pour Voilà, conclure, donc il faut oser, y aller progressivement et se former. c'est Merci ça. beaucoup Anaïs, pour ton témoignage. C'était intéressant Et de ben, d'avoir ton merci. parcours. J'espère que ça donnera envie à des femmes de se lancer et puis, bah, on vous retrouve bientôt sur La Sportive Outdoor pour d'autres interviews. À bientôt.